Ce premier chapitre sur la structure de la matière est en fait une présentation de la structure générale de l'atome. En réalité, le constituant le plus fondamental de la matière, c'est l'atome. Il était donc nécessaire d'en dire quelques mots. On présentera essentiellement les grandes lignes de cette structure. La première chose que l'on va voir, ce sont donc les trois constituants essentiels de l'atome, c'est-à-dire le proton, le neutron et l'électron, et on va voir essentiellement leurs propriétés les plus importantes. D'abord, on va commencer par les caractéristiques de l'électron. L'électron est une particule extrêmement légère puisqu'elle a une masse de 9,1 10 puissance moins 31 kg, ce qui fait vraiment très peu. Mais l'électron est aussi caractérisé par une charge d'électricité de 1,6 10 moins 19 coulombs d'électricité négative, d'où le signe moins qui a été mis devant. La deuxième particule dont on va parler maintenant, c'est le proton. Et pour le proton, on va remarquer immédiatement que sa masse est considérablement plus importante que celle de l'électron, puisqu'on a 10-31 kg pour ce qui concerne l'électron et 10 puissance moins 27 kg pour ce qui concerne le proton. On peut dire qu'en gros, il y a un rapport de 1700 environ entre la masse du proton et celle de l'électron. En revanche, le proton, lui, porte également de l'électricité, la même quantité d'électricité que l'électron, sauf que cette fois-ci, on a mis une charge plus, c'est-à-dire que l'électron, le proton, lui, est chargé d'électricité positive, même quantité, 1,6 10 moins 19 coulombs. Et puis, la troisième particule importante, c'est le neutron. Le neutron qui a une masse légèrement supérieure à celle du proton, 1,6747 alors que c'était 1,6724 pour le proton, mais en revanche le neutron est caractérisé par l'absence de charge électrique. La question qui se pose maintenant est de savoir comment ces trois particules vont s'organiser pour constituer les atomes. Eh bien, ceci est dû, l'hypothèse, le modèle que l'on en a, est dû à l'expérience Rutherford et bien sûr l'interprétation qu'en a faite Rutherford. En fait, pour Rutherford, il utilise un émetteur de particules alpha. Les particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium. On retient donc que les particules alpha sont chargées positivement. Il place une mince feuille d'or et il envoie ces particules alpha et il observe ce qu'elles deviennent. Il constate dans un premier temps que la grande majorité des particules alpha traversent la feuille d'or sans la percer et sans subir de déviation. Il constate malgré tout que, en faisant une étude plus fine, eh bien, une partie des particules alpha est déviée d'un angle plus ou moins important. Cet angle va donc de 0 à 180 degrés puisqu'on voit des particules qui ne traversent pas la feuille d'or mais qui sont renvoyées. Toutes les particules qui sont renvoyées ont donc un angle supérieur à 90 degrés. Et le constat que fait Rutherford, c'est que plus l'angle de déviation est important par rapport à la trajectoire initiale, et moins il y a de particules déviées de cet angle-là. Ainsi, les particules les moins déviées, c'est-à-dire 0 degré de déviation, sont les plus abondantes, et les particules pour lesquelles la déviation est maximale, c'est-à-dire de 180 degrés, sont les moins abondantes. Eh bien, pour expliquer ceci, on va essayer maintenant de se placer ici, mais à l'échelle réellement microscopique. Eh bien, on a notre émetteur de particules alpha, on le retrouve ici, avec la feuille d'or, la même qui est là, mais cette fois-ci, on a fait un grossissement de quelques milliards de fois. Et donc, ici, on a une particule alpha qui va traverser la feuille d'or sans subir la moindre déviation. On peut donc dire pour cette particule alpha qu'elle a dû ne rien rencontrer pendant son trajet. A l'inverse, on va maintenant prendre la particule alpha qui fait un angle de 180 degrés, dont la trajectoire fait un angle de 180 degrés. Cette particule alpha va commencer par arriver à la feuille d'or. Or, pour être renvoyée, il faut imaginer deux choses. La première, c'est que cette particule alpha va rencontrer quelque chose de très gros,
que j'ai symbolisé par une sphère bleue relativement volumineuse, mais également, puisqu'elle est renvoyée, c'est qu'elle est repoussée par cette matière relativement importante, et donc elle repart vers son lieu d'origine, comme ceci. Donc on en conclut que la particule alpha qui a traversé ici n'a rien rencontré. Il faut quand même attirer votre attention sur le fait que l'hypothèse qui est faite, c'est que ici, cette distance est infinie. Bien entendu, sur le schéma, il est très difficile de le représenter, mais celle-ci passe à une distance infinie. Elle ne subit de cette grosse structure-là. Elle passe donc sans subir aucune influence. Elle n'est donc pas du tout déviée. Celle-là, à l'inverse, vient cogner de front cette grosse substance, cette grosse structure. Elle est donc renvoyée. Ce qu'on peut en conclure, c'est donc que cette grosse structure est très lourde et que par ailleurs, elle est chargée d'électricité positive. Il est bien évident que si on avait pris une particule qui passait à côté, mais vraiment relativement près, cette particule aurait subi une déviation qui l'aurait envoyé comme ceci. Et donc on en conclut que la plupart des particules passent très loin de ces grosses substances, de ces grosses structures, et que celles qui passent relativement près subissent une déviation. Comme ces structures sont peu abondantes, il y a peu de particules qui passent réellement à proximité, à une proximité suffisante pour pouvoir être déviées. Eh bien, pour mettre tout ça en forme, Rutherford considère que la matière est donc essentiellement constituée de vide, d'où une majorité de particules qui ne sont pas déviées, avec de place en place des centres très lourds. Comme on l'a vu, ils sont capables de repousser la particule alpha et ils sont chargés positivement, d'où effectivement ce rejet de la particule alpha. Eh bien, ce que propose Rutherford, c'est de dire que l'atome, en définitive, est constitué de deux parties. Une partie qu'on appellera le noyau, qui va donc être très petit, mais qui va concentrer la quasi-totalité de la matière et qui portera toute l'électricité positive. Et puis, autour de ce noyau, le nuage électronique qui lui est quasiment vide puisqu'il ne porte que les électrons. Le noyau, il est constitué de deux types de nucléons, les protons et les neutrons. On a Z protons et N neutrons. Z est donc appelé le numéro atomique ou encore le nombre de charges, et A, qui est égal à Z plus N, c'est donc le nombre de nucléons. On appelle ça le nombre de masse. Autour de ce noyau, on a le nuage électronique dans lequel on a Z électrons. Z électrons pour avoir la neutralité de l'atome, on a le même nombre d'électrons que dans le nuage électronique que de protons dans le noyau, et ce nuage électronique sera étudié ultérieurement parce que c'est lui qui est responsable de l'essentiel des propriétés chimiques de l'atome, et donc on lui consacrera un chapitre spécial. On peut faire une représentation assez schématique de l'atome en considérant que l'on a le noyau et le nuage électronique. En réalité, ce noyau est largement surdimensionné sur le schéma, puisque si on regarde un petit peu les dimensions, à la fois le rayon du noyau et le rayon du nuage électronique, on va constater que pour le noyau, on a quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance moins 14 mètres. En réalité, la formule qui permet de déterminer le rayon du noyau est de la forme R égale R0 que multiplie A à la puissance 1 tiers. A, je vous rappelle, c'est le nombre de masse. Avec R0 qui vaut 1,4 femtomètres lorsque le noyau a plus de 16 nucléons, et R0 égale 1,2 femtomètres pour les atomes, pour les noyaux plus petits. De l'autre côté, le nuage électronique, le rayon du nuage électronique, l'ordre grandeur est de 10 puissance moins 10 mètres. Juste un petit rappel, un femtomètre c'est 10 puissance moins 15 mètres. On va pouvoir maintenant représenter les atomes avec une représentation en lettres et en chiffres. On va utiliser pour cela une symbolique relativement simple. On dira qu'un nucléide, c'est-à-dire un atome globalement, est représenté par une lettre majuscule, que j'ai notée X ici, avec à gauche en bas
la valeur de Z et en haut la valeur de A. On a une autre possibilité, c'est que au lieu d'avoir une seule lettre majuscule, on ait une majuscule suivie d'une minuscule, mais A et Z occupent exactement les mêmes positions. Par extension, on représentera un ion avec, donc ici j'ai mis xn+, c'est-à-dire que j'ai supposé que dans l'atome on avait enlevé n électrons, on a donc ainsi un excès de n protons par rapport au nombre d'électrons, et le cation ici nous permet de dire que lorsqu'on a écrit ceci, on peut dire que X a perdu n électrons et se retrouve donc avec une charge n+. Et bien entendu, on peut aussi imaginer que l'atome a fixé des électrons. À ce moment-là, si l'atome fixe m électrons, il va former un anion avec m charge moins. Donc on retient bien, le cation a perdu un nombre d'électrons qui est égal à n. Dans l'anion, il a gagné un nombre d'électrons qui est égal à m. La valeur de Z, cette valeur-là, définit l'élément chimique. Ainsi, lorsqu'on met Z et X, eh bien, on fait en quelque sorte un pléonasme, on a la correspondance absolue de ce côté-là. On verra que la valeur de A n'est pas forcément la même pour tous les X. On peut prendre quelques exemples. L'hydrogène est caractérisé par Z égale 1. Donc si on veut représenter l'hydrogène, on va mettre 1 ici, H ici. La valeur de A, on verra qu'elle peut varier. En revanche, je vous ai pris un autre exemple avec le lithium, histoire d'illustrer une lettre majuscule et une majuscule suivie d'une minuscule. Le lithium, c'est Z égale 3. On peut définir, parler de la répartition de la matière dans l'atome. On va faire un constat. Le premier, c'est que on a vu que le rayon de l'atome, le rayon du nuage électronique était sensiblement 10 000 fois plus important que le rayon du noyau. On peut donc dire que le rayon de l'atome, c'est globalement le rayon du nuage électronique, sans faire d'approximation excessive. En revanche, la quasi-totalité de la matière se retrouve dans le noyau, puisque le noyau porte les particules lourdes, les protons et les neutrons, et que le nuage électronique ne porte que les électrons. On a donc une répartition extrêmement dissymétrique entre le nuage électronique qui représente l'essentiel du volume de l'atome et dans lequel il y a très peu de matière, et de l'autre côté, le noyau qui lui est très petit mais qui porte la quasi-totalité de la matière. On va également parler de la masse des atomes. Ça va être l'occasion d'introduire quelques notions, quelques unités qui vont être importantes pour la suite. Donc on commence par parler de l'unité de masse atomique, qui est une unité que les physiciens qui traitent de l'atome ont choisi de définir. Et pour la justifier, eh bien, je vous propose de noter, pas de retenir, mais de constater que si on écrit la masse des atomes en kilogrammes, pour l'hydrogène, on va se retrouver avec 1,673 10-27, pour le carbone 1,993 10-26 et pour l'oxygène 2,657 10-26. Vous voyez pour le platine. Eh bien, si je vous dis maintenant que l'atome d'oxygène est sensiblement 16 fois plus lourd que l'atome d'hydrogène, ça va vous demander toute une gymnastique pour retrouver le fait que 1,673 10-27 que multiplie 16, ça nous donne quelque chose qui est pas loin de 2,657 10-26. Ce ne sont pas des chiffres qui sont à notre échelle. Les valeurs qui sont ici, 10-25, 10-26, ne nous parlent pas beaucoup. Et donc, à partir de là, les physiciens ont proposé d'utiliser une unité de masse qui soit adaptée à l'échelle de l'atome. Cette unité, c'est donc l'unité de masse atomique, notée, comme je vous le répète, U manuscrit. Et la définition de l'unité de masse atomique, elle est simple à retenir, c'est le 12e de la masse d'un atome de carbone 12. Alors effectivement, pour l'instant, on a parlé du carbone éventuellement, on pourrait parler du carbone 12, on verra tout à l'heure ce que cela signifie. Eh bien, tout calcul fait, cela nous donne 1 U égale 1,661 10 puissance moins 27 kg.
on peut à partir de là donner la masse des particules élémentaires, essentiellement les deux grosses particules élémentaires. Le proton, la masse du proton est donc de 1,0075 U et la masse du neutron de 1,0087 U. On se retrouve ainsi avec des particules qui ont des masses voisines de l'unité, de 1 dans cette unité de masse atomique, et cela est quand même plus confortable pour une manipulation en permanence. De l'autre côté, on peut aussi s'intéresser à des quantités à notre échelle, des quantités macroscopiques de matière. Or, si on prend 1 gramme d'un composé quelconque, eh bien cela va nous faire des quantités phénoménales d'atomes. Et ceci n'est pas adapté, on ne va pas pouvoir parler de quantité de 10 puissance 25 atomes, enfin on peut en parler, mais ça ne va pas être très causant dans notre esprit. D'où l'idée qu'on allait introduire une quantité de matière, une unité de quantité de matière qui soit adaptée à notre échelle. Et pour cela, on va définir la mole. Et la mole, donc, c'est la quantité de matière qui contient autant d'entités élémentaires qu'en contiennent 12 grammes de carbone 12. Cela revient à dire que dans 12 grammes de carbone 12, on a un certain nombre d'atomes. Ce nombre d'atomes, on va le noter grand N manuscrit, qui est égal à 6,022 10 puissance 23 mol moins 1, dans laquelle N est le nombre d'Avogadro. On est bien d'accord donc que ce N représente le nombre d'atomes de carbone 12 qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. Eh bien, on va passer de là à la masse atomique et à la masse molaire. La masse molaire d'un élément, c'est assez courant, classique, trivial, me direz-vous. La masse molaire d'un élément, c'est la masse d'une mole de cet élément, c'est-à-dire en réalité de N atomes réels. N égale 6,022 10 puissance 23. Donc, masse molaire égale N que multiplie la masse d'un atome. Si maintenant on considère un atome de carbone 12, par définition de l'unité de masse atomique, la masse d'un atome de carbone 12, c'est 12 U, puisque l'unité de masse atomique, c'est le 12e de la masse d'un atome de carbone 12. Et si maintenant on reprend aussi la définition de la mole, on sait que la mole de carbone 12 fait 12 grammes. On a donc une masse molaire du carbone 12 de 12 grammes, et de l'autre côté, 12 U que multiplie N, je l'ai écrit 12 NU pour écrire ça, égale 12 grammes. D'où on arrive à partir de là à 1 U égale 1 sur N en grammes. Et donc avec ceci, on peut retrouver la valeur de l'unité de masse atomique que je vous ai donnée précédemment. On peut également présenter l'isotopie. L'isotopie, pour la représenter, pour parler de cette isotopie, on va reprendre la représentation de quelques nucléides. On a dit, un nucléide, ça se représente comme ça ou comme ça. Mais on peut prendre des exemples, ainsi l'hydrogène. L'hydrogène, c'est Z égale 1, je vous en ai déjà parlé, et puis ici on met la valeur de A. Dire que A égale 1, ça veut dire que nombre de protons plus nombre de neutrons égale 1. Comme il y a un proton, ça veut dire qu'il y a 0 neutron dans cet élément-là. On peut également représenter le carbone 12, ce fameux carbone 12 dont je vous ai déjà parlé. On a Z égale 6 correspond au carbone, ça c'est sans ambiguïté et ce sera toujours le cas, mais ici en revanche on indique qu'il y a 12 nucléons dans le noyau. 12 nucléons dont 6 protons, ce qui revient à dire que dans le carbone 12 il y a 6 neutrons. Mais il existe aussi le carbone 14. Le carbone 14, c'est toujours C avec Z égale 6, ça bouge pas, mais en revanche, vous voyez que ici, dans le carbone 14, il y aura 8 neutrons dans le noyau, et donc entre le 12C et le 14C, ce qui va changer, c'est le nombre de neutrons dans le noyau. Eh bien, ce que l'on dit, c'est que ces deux espèces-là sont deux isotopes de l'élément carbone. Une chose est connue, c'est que presque tous les éléments présentent plusieurs isotopes. La seule exception, me semble-t-il, notable, c'est le fluor, qui possède
pour lequel Z égale 9 et qui possède 10 neutrons dans son noyau. Il n'y a que du fluor 19 en quelque sorte, donc, alors que pour presque tous les autres éléments, il y a plusieurs isotopes. Lorsqu'on prend un élément naturel, eh bien, on constate que dans la plupart des cas, un des isotopes est incomparablement plus abondant que les autres. Ici, je vous ai pris les exemples de l'hydrogène et du carbone. L'hydrogène possède 3 isotopes, le 1,1H, le 2,1H et le 3,1H. Le 2,1H, c'est ce qu'on appelle le deutérium. Le 3,1H, c'est ce qu'on appelle le tritium. Pour le carbone, on a vu qu'on avait le carbone 12 et le carbone 14, mais il existe aussi le carbone 13. Mais l'hydrogène 1 et le carbone 12 sont beaucoup plus abondants que les autres isotopes. En revanche, quand on prend le chlore naturel, le chlore c'est Z égale 17, il existe 2 isotopes du chlore, le chlore 35, c'est-à-dire avec 17 protons et 18 neutrons, et le chlore 37, c'est-à-dire avec 17 protons et 20 neutrons. Et là, on a grosso modo une répartition 3 quarts, 1 quart, 3 quarts pour le chlore 35, 1 quart pour le chlore 37, c'est nettement plus équilibré. Une petite remarque ici, c'est que maintenant, on va pouvoir évoquer la masse moyenne d'un mélange. La masse moyenne d'un mélange nous est systématiquement donnée par ceci. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je considère un élément naturel, n'importe lequel, on va l'appeler X. Cet élément possède plusieurs isotopes, j'ai imaginé qu'il y en avait au moins 2, mais vous voyez, j'ai mis des points de suspension. Le premier isotope, les atomes du premier isotope ont une masse M1, les atomes du deuxième M2, et ainsi de suite s'il y en a d'autres. Eh bien, la masse moyenne de l'élément naturel, ça va être X1 M1 plus X2 M2 plus ainsi de suite, dans lequel XI pour représenter X1, X2 ou autre, c'est la fraction molaire de l'isotope correspondant dans le mélange naturel. Et la fraction molaire, c'est donc le nombre de moles de l'isotope I sur le nombre d'atomes de l'isotope I sur le nombre total d'atomes dans l'échantillon que l'on a choisi. On peut également parler de l'abondance relative des isotopes. Je vous ai dit qu'elle était très variable, que dans certains cas on avait des isotopes qui étaient considérablement plus importants, plus abondants que les autres. Je vous ai pris ici l'exemple de l'oxygène. L'oxygène possède 3 isotopes. Donc pour l'oxygène c'est Z égale 8. On a l'isotope 16 qui est de très loin le plus abondant, mais il y a également l'isotope 17 et l'isotope 18, et vous voyez qu'entre le 17 et le 18, ils se partagent 0,24% de l'oxygène naturel. Je vous ai déjà évoqué le chlore 35 et le chlore 37, pour lesquels on a une proportion de 3 quarts et de 1 quart. Vous voyez que là, c'est du même ordre de grandeur, alors que là, il y en a un qui est très prédominant. On a également des petites règles relativement simples. On peut admettre que lorsqu'on étudie l'ensemble des isotopes, on constate que les isotopes les plus abondants sont caractérisés par N et Z pairs. Qu'en revanche, l'abondance des isotopes sera moyenne si N est pair et Z impair, ou à l'inverse, N est impair et Z est pair. Et bien entendu, l'abondance sera très faible si N et Z sont impairs. Cette remarque-là est faite par un chimiste et les physiciens ont sûrement des éléments d'explication pour cette abondance ou cette non-abondance en fonction des valeurs de N et de Z. Enfin, on va passer à une dernière partie, c'est la masse et la cohésion des noyaux. En fait, ici, ce que je vous propose, c'est de dire que on peut calculer la masse théorique d'un noyau. On peut dire qu'un noyau est constitué de Z protons et N neutrons. Si on additionne donc Z fois la masse du proton plus N fois la masse du neutron, on a la masse théorique du noyau. Et ensuite, on peut déterminer expérimentalement cette masse, la masse du noyau. Et ce que l'on constate, c'est que la masse réelle, la masse mesurée du noyau, est toujours inférieure à la masse théorique calculée en faisant la somme des particules séparées. Je vous prends un exemple, le lithium.
Vous vous rappelez, on a vu Z égale 3, donc ça veut dire qu'il y a 3 protons dans le noyau et donc 4 neutrons dans ce même noyau. La masse théorique, c'est 3 fois la masse du proton plus 4 fois la masse du neutron. Je vous passe le détail du calcul, mais on arrive, en additionnant tout ça, à 7,0561 U. Et quand on fait le calcul de la masse réelle, quand on mesure cette masse réelle par diverses techniques, eh bien on constate que cette masse réelle, c'est 7,0182 U. Alors vous allez me dire que la différence entre les deux est extrêmement faible, mais cette différence est observée toujours dans le même sens. C'est donc qu'elle est clairement significative. Et bien pour expliquer cela, ce que l'on va faire, c'est considérer les deux systèmes. Le système constitué des 7 particules séparées, et puis de l'autre côté, les mêmes 7 particules constituant le noyau. Et on constate donc que les 7 particules séparées sont plus lourdes que le noyau qui regroupe ces mêmes 7 particules. On revient alors à quelque chose qui est connu, c'est la théorie d'Einstein, qui nous dit que l'énergie, la masse, c'est une autre manifestation de l'énergie. Et donc, on dit que lorsqu'on passe des 7 particules séparées au noyau, on a un système qui a perdu de l'énergie, donc, et que cette énergie apparaît sous forme de masse. La perte de masse, le delta M, masse théorique moins masse réelle qui est toujours positif, eh bien on dit que l'énergie de cohésion de ce noyau va être donnée par la perte de masse que multiplie C carré, puisque vous savez que l'énergie, selon Einstein, la masse peut être convertie en énergie par E égale mc2. Et bien ici, l'énergie de cohésion, c'est-à-dire l'énergie libérée lorsqu'on passe des 7 particules distinctes au noyau, eh bien c'est la même chose, sauf que, puisque c'est une variation d'énergie, c'est une variation de masse que multiplie C carré. Alors on retiendra quand même une chose, c'est que ça n'est pas EC qui est important pour savoir si un noyau est stable, mais c'est l'énergie de cohésion par nucléon, ce que j'ai noté ES, et vous voyez que pour obtenir ES, on va prendre EC et on va le diviser par A. A, je vous rappelle, c'est le nombre de nucléons, A égale Z plus N, et donc avec ceci, on aura l'énergie de cohésion par nucléon. Et on retiendra qu'un noyau sera d'autant plus stable que son énergie de stabilisation par nucléon, c'est-à-dire ES, sera plus grande.